Bonjour. Mon nom est Vanessa Tassé. Je suis, psychologue, au CIFEO. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu là, de la qualité des relations interpersonnelles. Hem, donc c'est ça, juste brièvement, je suis psychologue, je travaille avec, les adultes, je travaille avec les couples aussi. Puis un petit peu ce que je viens vous présenter aujourd'hui, c'est peut-être l'approche avec laquelle nous on travaille, mieux comprendre un petit peu les dynamiques familiales à la maison ou, les dynamiques de couple, surtout en ce moment, avec la pandémie. Alors, je vous invite, si vous voulez, à me poser des questions durant la présentation ou même après. Vraiment, j'ai aucun problème, là, ce sera vraiment libre à vous. Alors, juste un instant. Oui, alors, simplement, tu sais, pour débuter, j'avais envie de vraiment ouvrir le sujet, tu sais, en posant les questions. Est-ce que ça vous arrive, hein, de vous sentir des fois comme si le courant ne passe plus, hein, dans les membres de la famille? Ou des fois avoir l'impression qu'il y a une dynamique, puis que peu importe qu'est-ce qu'on fait, c'est toujours la même chose qui revient. On a l'impression qu'on peut, par exemple, demander la même chose 10 fois. On a l'impression que l'autre ne nous entend pas, que ce soit le partenaire amoureux ou même, les adolescents, hein, par exemple, vont s'enfermer dans leur chambre, qui ne voudront plus répondre et puis que toutes les tentatives qu'on va effectuer, on a vraiment l'impression que c'est en vain. Alors, si c'est le cas, si vous sentez que ça vous est déjà arrivé, eh bien, j'ai envie de vous dire que ceci est tout à fait normal et tout à fait humain. Puis spécialement dans un contexte de pandémie, je peux juste imaginer, hein, quand on passe 24 heures sur 24 avec, les mêmes personnes dans la maison, comment parfois, sans avoir le petit break du quotidien, le petit break pour aller au travail ou à l'école, comment ceci peut être encore, peut-être plus difficile. On peut penser comment on peut être irritable justement, de ne pas avoir, ces petits breaks-là. Donc, voilà, comme que ce soit avec, le partenaire amoureux ou que ce soit avec, la famille, il y a des cycles qui s'installent, des dynamiques qui s'installent au sein des familles, au sein des couples et ça peut nous sembler insurmontable. Donc ça peut nous amener soit à nous retirer. Donc on pourrait s'imaginer, par exemple, quelqu'un qui se sent fâché ou qui se sent attaqué, il va peut-être avoir tendance justement à se retirer. Pour un partenaire amoureux, ça pourrait être d'aller dans le garage, ça pourrait d'aller prendre une marche et de ne pas répondre finalement aux demandes qui sont faites. Quand on pense à un adolescent, ça pourrait être de s'enfermer dans la chambre, par exemple. Et la personne, en fait, qui est en train de s'exprimer ou qui est en train de demander quelque chose, on peut juste s'imaginer comment on peut se sentir impuissant là-dedans. Des fois, on peut même voir un silence qui est insurmontable où l'autre ne nous répond pas. Un silence qui s'installe dans la maison et on le sent, on le sent et malheureusement, on ne sait pas trop quoi faire. Et des fois, ça peut être des belles crises de colère. On peut tout s'imaginer avoir déjà entendu quelqu'un dire: «Ben c'est ça, parle-moi pas de même, pourquoi tu fais ça? Mais moi aussi je veux ça». Donc là, il y a comme des conflits qui s'installent, puis on est un petit peu pris là-dedans. Donc c'est là qu'on appelle ça qu'on devient un petit peu pris dans un cycle. On devient en otage, on est comme pris en otage à l'intérieur d'un cycle qui semble insurmontable. Heu, donc l'idée ici, c'est vraiment de comprendre un petit peu mieux, comment on peut être pris dans ce cycle. Bien évidemment, quand on est à la maison, on ne le sait pas, on a juste l'impression que ça ne marche pas, puis qu'on ne sait pas quoi faire, puis qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Hem, alors j'avais peut-être envie moi je suis visuelle, donc je ne sais pas pour vous, heu, de vous dessiner un exemple de ce cycle-là qui pourrait, arriver. Donc, je vous ai ma petite tablette ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on peut imaginer, par exemple, disons Suzanne et John, hein, c'est simple. Suzanne, dans le COVID, qui travaille à la maison, puis John aussi, qui doivent s'occuper des enfants à la maison. Donc, il faut faire les repas, il faut faire la vaisselle, en plus du travail, puis en plus du fait qu'on n'a peut-être pas le temps pour aller au travail pour relaxer ou pour décompresser.
Et là, Suzanne, dans sa journée, elle se rend compte que John il a laissé traîner ses affaires sur le comptoir, mais Suzanne est épuisée, puis elle se sent overwhelmed par ça, puis elle est en train d'avoir l'impression finalement qu'elle est toute seule en train de faire le ménage, puis elle aimerait tellement ça que John il l'aide pour se sentir épaulée, disons. Donc là, on voit Suzanne qui se sent probablement triste ici, OK? Ou découragée, hein? Elle est triste ou découragée. Donc là, Suzanne, elle est triste et découragée, mais elle est tellement fatiguée que ce qui va arriver, c'est que ça va sortir en colère. OK? Et donc là, ce qui va arriver, c'est que Suzanne, elle va dire comme ça à John, John, tu n'as pas ramassé tes affaires. Je t'avais dit, s'il te plaît, de ramasser tes affaires. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Et là, John, lui, il vient de passer sa journée aussi. Il est fatigué. Il entend ça de Suzanne. Donc là, il s'en vient ici. Puis là, John, il est blessé. Il est blessé parce qu'il aurait aimé ça, en fait, lui aussi, que Suzanne y parle peut-être d'un autre ton. Mais malheureusement, ce que John y voit, c'est la colère de Suzanne. Donc là, John, il va répondre ici en se protégeant parce que qui est-ce qui s'est attaqué qui a envie d'être wild open, le cœur ouvert puis de recevoir des commentaires? Et malheureusement, c'est rare que les gens vont faire ça. Donc là, John, lui, des fois, il va dire, il va répondre à Suzanne avec le même ton qu'elle lui a parlé, donc en disant, ben là, j'ai pas fait exprès. Donc là, Suzanne est encore plus fâchée, puis encore plus triste. Et là, on tombe dans une belle boucle de colère. OK? Malheureusement, ce que John et Suzanne voient, c'est seulement la colère et ni un ni l'autre ne voit vraiment la tristesse ici qui est là. Et ce beau cycle-là, il continue à tous les jours et il n'y en a aucun qui se sent écouté. Ou, plutôt que répondre avec la colère, John pourrait dire, moi, je gère pas ça puis je m'en vais. Mais s'il s'en va, Suzanne, elle ne s'est pas sentie entendue, puis elle est encore triste. Donc, ça pourrait ressembler à ça, OK? Un beau petit cycle, comme ça. Et aussi, on peut dire que c'est un peu le même principe, en fait, pour les adolescents. On peut sentir à l'adolescence comment un ado, on le sait bien, on a tous passé par là, comment on peut se sentir overwhelmed par toutes les émotions qu'on vit. Puis parfois, les ados n'ont pas les mots pour le dire. Mais dans le fond, tout le monde veut se sentir entendu, tout le monde veut se sentir écouté. Et malheureusement, si l'ado, il s'exprime avec la colère, c'est possible que les parents répondent avec la colère. Et là, on tombe dans un super beau cycle ou avec de l'évitement, hein, puis on peut s'enfermer dans une chambre toute la journée. Et ces cycles-là, eh bien, c'est ça aujourd'hui qu'on veut peut-être essayer de comprendre, puis voir comment on peut peut-être les diminuer pour rendre les relations un petit peu plus faciles. Alors, ceci m'amène à vous dire et à vous parler que heureusement, il y a plusieurs recherches qui ont été effectuées sur les relations interpersonnelles, puis sur la qualité des relations interpersonnelles. D'ailleurs, ça a été mon dada durant mon doctorat, faire ma thèse là-dessus. Comment la qualité des relations interpersonnelles peut vraiment avoir des effets positifs dans la vie. Aussi, en fait, je vais vous parler de Sue Johnson qui a développé des modèles théoriques et pratiques qui permettent de mieux comprendre ces cycles-là puis de les changer, hein. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Puis ces recherches vont s'appuyer évidemment là, sur plusieurs autres très grands chercheurs comme Gottman, Bowlby et Ainsworth. Si jamais vous êtes intéressé, là, vous allez voir, il y a des références à la fin de la présentation, puis vous allez pouvoir aller lire là-dessus. Mais juste rapidement, Gottman, lui, avait fait une recherche, en fait, sur, il appelait ça les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Donc, lui, dans sa recherche, il pouvait prédire assez bien si les couples allaient finalement rester ensemble toute la vie ou allaient se séparer avec les dynamiques, en fait, qu'il percevait, OK? Donc, c'est super intéressant. Puis Bowlby, lui, c'est vraiment un des pionniers de l'attachement que je vais vous parler, en fait, de comment on est attaché à l'autre dans les relations. Puis Ainsworth a fait plein de recherches sur les enfants aussi. Quand les enfants sont attachés de façon sécurisante avec le parent, ils vont être plus aptes à aller explorer à l'extérieur, ils vont être moins sécures, moins stressés d'aller découvrir ou faire des nouvelles expériences. Donc, une des choses importantes à considérer pour tout être humain, eh bien, c'est la façon dont on se sent en sécurité dans nos relations.
Donc, en effet, le manque de sécurité, donc de ne pas sentir que l'autre est présent pour nous, surtout dans des moments de détresse, bien, ça peut entraîner des effets néfastes. Donc, ce qui m'amène à vous parler un petit peu de relations interpersonnelles et stress. J'ai envie de vous dire qu'on est tous des êtres sociaux, hein. Ça veut dire quoi, un être social? C'est que, il n'y a pas une personne sur la terre, pas un humain sur la terre qui veut être seul. Il n'y a pas personne qui veut ne pas avoir de relation. On est tous des êtres qui ont besoin de connexion et ceci est un système qui est biologique, hein. C'est selon l'évolution, c'est quelque chose qui nous aurait aidé à survivre et qui est vraiment inné à l'intérieur de nous. Malheureusement, quand les gens ne répondent pas bien à nos demandes, on peut avoir l'impression qu'on ne peut pas aller vers les autres, alors que c'est quelque chose qui est naturel. Alors, quand on parle de relations saines, on parle d'attachement sécurisant, on parle que ce sont les personnes qui sont chères à nos yeux, qui peuvent être des parents, des partenaires amoureux, des amis, qui sont accessibles, qui vont répondre à nos besoins, puis qui vont être engagés. À l'inverse, s'ils ne sont pas accessibles, qu'ils ne répondent pas, eh bien là, on peut s'imaginer comment ça peut être stressant et comment on peut se sentir seul à travers ça. Ne pas sentir que l'autre est accessible en moment de stress, soit par l'inaccessibilité émotionnelle, parce que quelqu'un peut être présent physiquement, mais on n'a pas l'impression qu'il nous écoute. On n'a pas l'impression qu'il est présent pour nous. Donc, ça est aussi important, en fait, que l'accessibilité physique, hein, qu'on parle d'avoir quelqu'un qui est à côté de nous. Ça peut déclencher en soi un état de stress. Et à l'inverse, la proximité émotionnelle avec un autre être cher permet une meilleure régulation des émotions et un retour au calme. La solitude peut entraîner des effets très délétères sur la santé. Il y a des multiples recherches qui montrent ça, qu'être seul est un des facteurs de stress le plus grand, en fait. De ne pas sentir qu'on peut s'appuyer sur quelqu'un, principalement en moment de stress, mais dans notre vie quotidienne, est un des facteurs, en fait, qui amène le plus de stress. Et les conflits interpersonnels ont également été montrés comme quelque chose qui amène aussi beaucoup de stress dans la vie. Alors, je vais vous parler un petit peu là, des types d'attachement. C'est sûr qu'à l'enfance, quand on parle d'attachement, on parle plus d'un attachement envers le parent qui est la figure de caregiver, la personne qui va prendre soin. Donc, c'est sûr que c'est différent parce que le parent prend soin de l'enfant, hein. Alors qu'à l'âge adulte, on a vraiment l'espèce de lien qui est un petit peu plus égalitaire. Donc, quand un partenaire ne va pas bien, l'autre prend soin. Et quand l'autre partenaire ne va pas bien, l'autre peut aussi prendre soin. Ce qui est un petit peu la différence, mais il reste que l'attachement va être autant à l'enfance qu'à l'âge adulte. On a tous besoin d'être attachés à quelqu'un et de se sentir aimé. Il y a plusieurs études qui montrent que quand le caregiver, donc le parent, la figure d'attachement, est présente émotionnellement, est engagé et disponible, eh bien, ça favorise le développement du cerveau chez les enfants, le développement social, émotionnel et cognitif. OK? Alors, voilà. Attachement sécurisant encore, vous allez m'entendre répéter ça plusieurs fois et ce sera peut-être le petit message que j'aimerais que vous rameniez à la maison. Un attachement sécurisant, c'est quelqu'un qui est disponible, qui répond de façon constante à nos besoins, puis qui est engagé envers nous. Puis j'ai même envie de dire, c'est quelqu'un qui nous aime, même avec nos imperfections, qui est présent pour nous. Ça va favoriser l'attachement sécurisant. L'attachement insécurisant peut vraiment se développer quand on aurait une figure d'attachement, que ce soit à l'enfance, un parent, à l'âge adulte, un partenaire amoureux, qui parfois répond à nos besoins, parfois pas, qui parfois est disponible, parfois pas, ou parfois qui est juste indisponible, ou qui va peut-être même invalider nos besoins. Donc là, ça pourrait favoriser justement une insécurité. Il a même été démontré que les relations dites insécurisantes, disons, sont liées à la dépression et à l'anxiété. OK? À l'inverse, un attachement qui serait sécurisant va vraiment favoriser une meilleure régulation des émotions puis va minimiser les impacts que quelqu'un puisse vivre de l'anxiété ou de la dépression. Puis, l'attachement insécurisant est aussi lié au système nerveux autonome, donc à l'activation. Et il a été démontré finalement que l'attachement qui est plus sécurisant peut amener une meilleure régulation des émotions et justement un retour au calme. Donc, une désactivation du système, en fait, un petit peu plus, là, voilà. Et ça serait lié aussi à la santé.
Donc, euh, la qualité des relations, un attachement sécurisant, ça devient notre safe haven. On peut juste imaginer, hein, on a tous passé à travers ça, quelqu'un qui vivrait un événement stressant dans sa vie, quand on est capable de se tourner vers quelqu'un qui est là pour nous, qui est capable de nous dire: «Wow, c'est tellement difficile ce que tu vis». De savoir que l'autre est à côté de nous, qui nous soutient à travers cette épreuve-là, eh bien, ça rend l'épreuve beaucoup moins difficile que si on est seul. Alors, c'est pour ça qu'on parle de safe haven. Et ceci est aussi vrai pour les animaux, comme les magnifiques petits pandas que vous voyez à l'écran actuellement. Même les animaux, en fait, se tiennent en groupe, hein, donc on peut vraiment voir à quel point c'est fort, ce besoin de connexion-là. Donc, en résumé, puis je vous pose la question, vous pouvez voir bien sûr ma diapo, mais qu'est-ce que une relation sécurisante? Bien, quelqu'un qui est disponible, qui est capable de répondre et qui est engagé. En fait, c'est facile, on peut se poser les questions suivantes. Est-ce que tu es là pour moi? Est-ce que je suis importante pour toi? Hein? Est-ce que tu vas être là quand je vais en avoir besoin? Est-ce que tu vas m'aimer même quand je vais être imparfaite? Ce sont les questions qui nous permettent vraiment de nous sentir importantes pour quelqu'un puis de se sentir safe dans la relation. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, on a parlé un petit peu du cycle, d'attachement qui est plus insécurisant, sécurisant. Alors, j'ai envie de partager un petit peu comment est-ce qu'on fait pour minimiser les conflits, diminuer la distance et améliorer nos relations concrètement à la maison. Fait qu'on va pouvoir reprendre notre super image de John et Suzanne, si j'ai bien donné les noms. En situation COVID, OK? Donc, on est pris à la maison, on est fatigué, on fait les repas toute la journée pour les enfants, on travaille toute la journée et là, en fait, c'est sûr qu'on est peut-être un petit peu plus irritable. Et là, on reprend notre exemple, on a Suzanne qui a besoin que John l'aide parce qu'en ce moment, elle se sent submergée. Donc, ce qu'on va dire, c'est que dans un premier temps, si on se sent très, très activé, ce qu'on va demander, c'est de peut-être prendre un petit moment pour aller prendre quelques petites respirations dans un premier temps pour s'autoréguler soi-même et on va adoucir notre ton. Donc, je vais faire une Suzanne ici, une Suzanne de moi. Et puis, on peut dire ici, par exemple, John, écoute, je suis tellement fatiguée actuellement, je me rends compte que j'ai besoin d'aide. Euh, je trouve ça difficile quand je vois les choses qui traînent. OK? Donc, je préimaginer comment John pourrait réagir à ça. Ou si Suzanne vient de passer une grosse journée, c'est difficile, elle est épuisée, elle ne prend pas une petite respiration, puis qu'elle dit à John: John, t'as encore laissé traîner tes affaires sur le comptoir. Je t'ai dit de ne pas laisser ça là. Mais si l'objectif de Suzanne, c'était d'avoir de l'aide de John, bien, si on reprend notre petit schéma de tantôt, c'est possible que John, ce qu'il voit, c'est de la colère, puis qu'il ne soit pas très réceptif à ce que Suzanne vient de dire. Donc, c'est pour ça qu'on dit adoucir le ton. Hein? On baisse notre voix, on a une voix plus calme. La deuxième chose qui va être importante, c'est de peut-être de parler au je plutôt qu'au tu. Donc, salut John, je me sens un petit peu submergée actuellement, j'ai besoin d'aide. Hein? Quand je vois ça sur le comptoir, je me sens tellement submergée, j'aurais besoin que tu m'aides avec ça. Ah, mais là, John, il voit que Suzanne est peut-être submergée, qu'elle est triste. Donc, il va être plus apte à pouvoir répondre à Suzanne d'une façon qui va être appropriée. On peut aussi décrire ce qui arrive sans jugement. Donc, par exemple, décrire: oui, c'est difficile pour moi, je sais que tu fais du mieux que tu peux, je ne suis pas en train de te blâmer, je fais juste vraiment te nommer, moi, qu'est-ce qui se passe pour moi? Et de ne pas accumuler. C'est sûr que si le matin il est arrivé quelque chose, puis là, on accumule parce qu'on est frustré, parce que justement, John, il ne s'est pas levé assez de bonne heure pour aller aider les enfants. Puis là, John était censé faire le dîner, puis il n'a pas fait le dîner. Puis là, en plus, il a laissé traîner son verre sur le comptoir. C'est sûr que c'est plus difficile d'adoucir le ton, de parler au jeu et de ne pas le juger. Donc, vraiment, tout ça peut vraiment aider dans le climat familial là, à tous les jours. Et encore une fois, c'est sûr que quand on sent, disons, je vais faire un autre petit dessin, que sur un thermomètre, on est activé à 10 sur 10, là, 10 sur 10, genre j'en ai plein mon assiette, je suis en train d'exploser. Bien, c'est peut-être là qu'on peut aller prendre une petite respiration avant de parler, pour s'assurer qu'on est dans un endroit là,
un petit peu moins activé pour pouvoir nommer les choses parce que quand on est ici, c'est assez difficile de se rappeler de baisser le ton, d'avoir un ton doux puis de parler au jeu. Maintenant, ces cycles-là, ben, c'est pas si simple, hein, parce que même nous, les psychologues, quand on est pris dans un cycle comme celui-là, même si on a toutes les connaissances théoriques qui existent, quand c'est nous qui est là-dedans, c'est difficile d'avoir du recul. Donc, c'est pour ça que l'approche, en fait, de Sue Johnson, qui est une approche qui est axée sur les émotions, ben, c'est ce qu'on fait, nous, dans le fond. Hein. Nous, on offre ça au CFEO. Il y a plein de psychologues là, dans l'Est de l'Ontario qui vont offrir cette thérapie-là. Donc, l'idée ici, c'est de vraiment aider justement à diminuer ces cycles-là, à briser ces cycles-là et à permettre aux gens justement de pouvoir communiquer leurs besoins de façon un petit peu plus claire, plus douce et de se faire entendre par l'autre. Donc, si on est capable de communiquer nos besoins, nos émotions et de se faire entendre par l'autre, bien là, on crée vraiment un climat sécuritaire d'attachement, que ce soit pour les couples, que ce soit pour les ados, que ce soit pour la famille. L'approche de Sue Johnson, elle a été validée empiriquement, autant pour les couples que les familles. Donc, cette approche va vraiment venir faciliter l'accès aux émotions de chacun et permet là, aux individus de pouvoir défaire ces cycles-là dans lesquels on peut être prisonnier. Donc, en conclusion, j'ai vraiment envie de vous dire, il est tout à fait humain parfois de se sentir prisonnier de ces cycles-là. Là, j'ai dit le mot cycle plusieurs fois alors qu'on ne s'en rend pas compte quand c'est dans notre quotidien. Mais dans le fond, de se sentir qu'on ne se sent pas entendu, qu'on répète tout le temps, que ça ne fonctionne pas, que le courant ne passe pas, c'est normal, c'est humain. Et il y a une façon de s'en sortir, en fait, avec les petits trucs que je vous ai donnés. Et des fois, malgré nous, même les petits trucs, si jamais des fois le cycle revient, bien, sachez que vous n'êtes pas pris. Il y a une façon de pouvoir gérer ça, puis que c'est accessible à tout le monde qui le voudra bien, là, de pouvoir faire une thérapie comme celle-là pour diminuer les cycles et pour faciliter justement un attachement sécurisant qui va nous permettre de mieux gérer, disons, les intempéries de la vie, puis les petits obstacles, puis de rendre ça plus agréable. Donc, ben, merci beaucoup. Puis écoutez, si vous avez des questions, je suis ici, puis n'hésitez pas. Merci.